La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui essaye de faire court, mais c'est pas toujours facile. Coucou les gens, la passion. Qu'est-ce que la passion ? La passion, c'est ce qui nous envahit, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher le micro, qui fait que quand ça sonne, on continue à parler et qu'on va jusqu'au bout de notre passion, car nous sommes des gens engagés, que nous sommes de grands fans et qu'on adore ce qu'on fait, parce qu'on vous parle de bande dessinée One A Club. Et je suis One A Pied et je suis un dictateur qui a décidé de donner son nom à l'émission parce qu'il avait bu le soir où il a choisi le nom de cette émission de merde. Mais c'est pas grave, on en est à plus de 260 numéros. Cette super émission de merde. Et on va continuer. Et pour compenser cet acharnement Pas trop dictatorial, long, combien trop je me fais accompagner des meilleurs. Des meilleurs. Oui, c'est les meilleurs qui sont avec moi. Et les meilleurs. Directement parler, Je veux dire, commencer par ça. Hein. C'est Thio qui est tellement bon qu'il ne sait pas s'arrêter. Salut. Non, pardon, Ti. Je voulais dire Ti, pas Thio. Thio, il sait s'arrêter. Voilà. Ti. Je crois qu'on va le laisser finir cette émission tout seul. Il a réussi à te couper avant que tu parles. Voilà. Les meilleurs des meilleurs, c'est un film avec Eric Roberts. Les meilleurs des The meilleurs, best of c'était the toi. best. Ah ben non, en fait, pardon, c'était pas toi. Ah, toi, tu... Voilà, allez. Thio qui malgré cette opposition et cette volonté franche de l'empêcher de finir ses phrases, arrive à aller jusqu'au bout et tient. Ouais, bon, je vous dis bonsoir à tous, que je sois le meilleur ou pas. Et Guillaume, qui est pas là depuis assez longtemps pour nous en vouloir. J'y travaille. Ça arrive, t'inquiète de rien, ça arrive. Ça ne saurait tarder. Et Thio. Mais si, je l'ai dit déjà. Mais moi, j'ai toujours pas dit bonjour. Monsieur. Voilà, c'est ça. Allez, on commence. On va... Attends, je vous dis le programme, j'ai pas dit le programme. On va parler d'Automne en Betsum, des Pisli, de Lothaire Apocalypse tome 1, de Department of Truth tome 1, et on finira par un œil sur quelques démos que j'ai pu faire sur Switch. Cereza and the Lost Demon et Spark of Hope. Il a coupé la parole. Alors, Automne en Betsum. Donc tu dis, faut que tu dises L'émission va durer 9 minutes, les gars. Automne en Betsum, scénario Philippe Pérez, dessin à la couleur, c'est Alexis Chabert, chez Grand Angle pour 15,90€. J'essaie d'éviter de dire séché parce que c'est vachement dur. Maintenant, je dis chez Grand Angle. Séché. C'est dur. À toi. Tu sais, tu peux faire ici d'accélérer. Il y a toujours un truc. Ouais, mais en fait, t'as vu. Non, mais ça vaut le coup quand même de parler pour dire ça. Hein. Ouais, il y a écrit Grand Angle en bas. Parce qu'il y a des gens qui prennent du temps dans leur chronique pour parler des bouquins, quoi. Tu sais, c'est comme le truc de l'appareil photo, le Grand Angle, tu vois, c'est vachement bien. Et puis moi, j'avais un Grand Angle quand j'étais jeune. Et puis mon grand-père, il avait un Grand Angle aussi. Et sinon, la chronique Sinon, je vais la commencer, mais un jour, hein, je vais y prendre mon temps. Alors, à la belle époque, elles ont deux armes. Leur beauté et l'argent. Et on est en 1896. On retrouve le corps d'un... Ouais, mais c'est la difficulté. C'est monsieur Vincent. C'est quoi ? Je vais vous laisser finir. En fait. Voilà, comme ça, je finis. Je peux y aller ou pas ? Même si je fais ma langue fourche ou quoi ? Vas-y. Ouais, merci à vous. C'est gentil, les gars. Putain, la bienveillance, ça fait plaisir, cette émission. Le corps d'un riche industriel est découvert à bord d'une goélette, mais moi aussi, dans la baie de Somme. Pour une affaire de cette importance, on va appeler donc le flic de Paris qui va arriver quasiment dans l'instant. Ça, c'est assez énorme, la temporalité. Le commissaire Maigret. C'est un peu Game of Thrones, mais version début du siècle, quoi. Très vite, l'inspecteur va soupçonner donc d'abord la veuve, puis ensuite il va découvrir que forcément il avait une maîtresse. Cette maîtresse, donc, c'est Axel Valancourt, qui est un modèle qui est bien connu parce qu'en fait c'était le modèle Automne pour Alphonse Mouchat. Mouchat. Ça dépend comment tu le prononces, tu peux le prononcer à la française. Avec un che. Bah, tu le prononces à la française, ça Ouais, pose pas de faire un souci. che. Merci à toi. C'est vraiment un plaisir. Des quartiers cossus de Paris au cabaret de la Butte Montmartre, l'inspecteur se retrouve plongé dans une merde pas possible, une affaire complexe. Il en chie, il en bave, hein, mais bon, ça c'est normal. C'est un peu son boulot. Je vais essayer d'aller plus vite, je vais accélérer un petit peu le truc. Bon, déjà, voilà, donc un automne en baie de Somme. Déjà, je vous dis tout de suite, je connais pas la baie de Somme, et de toute façon, en lisant le bouquin, vous la connaîtrez pas non plus, parce que de toute façon, elle est quasiment pas dessinée. Quelque part, vous allez dire, la foule en colère, franchement, ça fait chier, cette espèce d'enculé qui me dit un titre et il y a rien dedans. Bah ok, mais on va quand même se détendre parce qu'Alexis Chabert a quand même bien fait son taf. Le scénario aussi, mais on va en parler après. Alexis Chabert a quand même bien fait son taf parce qu'on a un super portrait de Paris. Le Paris haussmannien, on va partir, voilà, que tu ailles du coup des beaux quartiers, des bourgeois, que tu ailles sur la butte Montmartre, que tu ailles sur le côté artistique, que tu ailles dans les bas-fonds. C'est super, voilà, tu es dedans. En plus, le gars te fait ça en couleur quasiment directe, je pense.
Et là aussi, ça rajoute quand même encore un bon petit côté sympathique. Donc là, je pense que la foule, quelque part, elle se détend un petit peu, elle a envie de tuer personne. Voilà, l'histoire est quand même un polar qui est bien ficelé, le scénario à tiroir qui est quand même, je trouve, assez sympathique, surtout les petits rebondissements à la fin. Le chapitrage avec, donc, à chaque fois un dessin un petit peu Art Nouveau, un poème de Nelly, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas grave. Voilà, merci. Tiens, pour une fois, un truc utile. Une belle invitation donc, au Paris de 1896 qui va nous faire donc, voyager bien malheureusement pas en baie de Somme, mais ça se passe vraiment bien quand même. Voilà, merci à vous. Ça se passe bien, mais pas si bien que ça, quand même, au niveau du récit. Ah si, moi j'ai trouvé ça bien. Non, mais j'ai trouvé ça bien, mais disons qu'au niveau du récit, de ce que ça raconte, vraiment très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai retrouvé un peu au niveau de la structure, cette construction qu'on a dans... Comment ça s'appelle le truc de la Tour Eiffel, là, qu'on a vu il n'y a pas longtemps. La petite voleuse de la Tour Eiffel. Petite voleuse de la Tour Eiffel. Cette façon de construire avec des chapitres précis où à chaque fois, tu as une sorte de rebondissement qui fait que l'intrigue part sur un autre angle. Qui marche très très bien. Les dessins sont superbes, ça marche très. Enfin, on retrouve ce côté Art Nouveau, sans aller jusqu'à du Mucha, mais voilà, avec un côté. Disons, il n'y a pas plus Art Nouveau que la couverture dans le bouquin, hein, clairement. Mais un côté cassage du cadre, on n'est pas non plus sur... alors que c'est le type de BD où on pourrait s'attendre à avoir vraiment un gaufrier très classique, très standard. Le gars, il s'en donne à cœur joie pour nous monter un peu son histoire. On a une belle intrigue policière qui nous prend bien. J'ai passé un très très bon moment, aussi bien pour le dessin que pour l'intrigue, et qui m'a bien plu, et qui a une conclusion que j'ai trouvé vraiment très sympa pour du polar. On reste dans quelque chose de très... On ne bougez pas, je vous le montre. Polar un peu... On reste dans du polar un petit peu classique, je veux dire, au niveau de la structure, au niveau des rebondissements, etc. Mais c'est très très bien construit et ça marche super bien. À vous, Jean. Très beau. Après, je regrette certaines positions un peu figées au niveau des personnages, ou un manque de cohérence dans la position du chapeau, la position des doigts, des bras, je ne sais pas. Parce que vraiment, à côté de ça, les couleurs sont superbes. Et puis alors, il y a des dessins. Mais encore une fois, quand c'est statique, ça fonctionne divinement bien. Quand c'est dynamique, c'est parfois un peu moins bien. Ça sur les portraits, c'est beau. Sur l'action, ça marche. C'est ça, exactement. Mais voilà. Esthétiquement, c'est quand même une vraie réussite. Au niveau du scénario, le côté polar fonctionne bien. C'est pas une révélation absolue, mais ça fonctionne bien. Mais voilà, moi, ce que je retiendrai quand même de ce bouquin, ça reste quand même l'esthétique. Guillaume ? J'ai rien de plus à rajouter. Voilà, autant d'embêtes somme. Putain, on a été mis d'une rapidité, c'est confondant. Qu'est-ce qu'on avait fait d'Alexis Chabert ? Je sais plus, on a fait autre chose, je crois, avec Alexis Chabert. Il a fait quoi d'autre, Alexis Chabert ? Tu t'en souviens ? Non. T'as vraiment pas bien préparé ton sujet. Hein. Totalement. Allez, on fait une recherche rapide pendant que j'essaie de conclure vite fait cette chronique en disant que c'est quand même scénarisé par Philippe Pelaez. Ah, Bourbon Street. Ah, Bourbon Street, oui, c'était pas mal. Et que c'est chez Grand Angle pour 15,90 €. Un grand succès critique, quelque chose qui a beaucoup fait parler de lui, c'est Jérémy Moreau, qui fait beaucoup parler de lui en général, même si vous savez que j'ai toujours un peu du mal avec Jérémy Moreau. C'est les Pisli chez Delcourt pour 29,95 €. Alors, Isaac, toi, tu es à donf sur lui. Ouais, c'est pour ça que j'ai payé ça si cher. Hein. Donc voilà, non mais vraiment c'est un truc, il a fallu qu'on me le recommande quand même, parce que même si c'était Jérémy Moreau, je t'avoue que le côté rose fluo de la couverture m'avait fait un petit pas en arrière. Et quel masculiniste de merde. Bon, alors, pas fluo, pas rose fluo, mais fluo de la couverture m'avait fait faire un petit pas en arrière. Mais bon, au final, j'ai suivi les conseils de la meilleure BDerie du monde, et tant mieux pour moi. Donc on va suivre Nathan, qui a 20 ans, qui est chauffeur Uber à Paris. Il se tue à la tâche pour pouvoir nourrir sa sœur Zoé, son frère Étienne, et leur maman est décédée. Le papa n'est plus là non plus. Et donc lui, il essaye de joindre les deux bouts comme il peut en étant chauffeur Uber. Il dépose son dernier client de la journée. Le dernier client, bien sûr, a dégueulé sur la banquette arrière avant de se barrer. Le lendemain, il recommence la journée après avoir récupéré le soir les deux gamins qui étaient couchés avec la babysitter à payer. Le lendemain, on refait encore une journée, sauf que son GPS a décidé de tomber en rade, de son téléphone fonctionne plus, etc. Donc il va en boutique, il récupère
Un nouveau téléphone et une nouvelle cliente, une sexagénaire un peu costaud qui vient d'Alaska et qui veut y repartir puisqu'elle va à Roissy. Et cette femme bienveillante, Annie, remarque que le Nathan il est au bout du rouleau, tellement au bout du rouleau qu'en fait dans les méandres de ses pérégrinations avec sa voiture, il a un malaise, il s'endort et bim, sa super bagnole toute neuve pour laquelle il a payé un argent fou et pris un super crédit, elle part directement à la casse. Et donc, il ne sait pas du tout comment est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir. Il ne sait pas du tout ce qu'il va devoir faire ou pouvoir faire. Et la vieille dame lui propose tout simplement de l'accompagner en Alaska. Il saute le pas. Il embarque le frère, la sœur. Il met tout le monde dans les valises. Et hop. Ils partent en Alaska. Et c'est là-bas qu'il va essayer de se ressourcer, de ressouder aussi sa famille, parce que une petite sœur qui commence à être un peu grande et qui commence à se voir le bout du nez, et un petit frère qui est tanké en permanence dans les jeux vidéo, c'est pas forcément facile à gérer. Voilà, il va essayer de reconnecter tout le monde ensemble, y compris lui-même, avec la vraie vie. On est sur du Jérémy Moreau, donc forcément un lien fort avec la nature. Et effectivement, c'est quand même ce qui sous-tend tout ça. C'est une aventure humaine, aussi bien pour la vieille dame qui retourne en Alaska après avoir abandonné tout le monde pour un amour français. Et donc, elle avait abandonné toutes ses amis, tout son village qui a sacrément pris un coup dans la figure depuis avec le réchauffement climatique. La petite famille qui va devoir vivre loin des réseaux, loin de l'électricité, loin de tout ce qui faisait leur vie quotidienne à Paris. Et puis, les Pisli, mais qu'est-ce que c'est les Pisli ? Eh bien, on est sur un mélange entre les polar bears et les grizzlies. Et donc, on a cette espèce de montage de noms entre ces deux ours qui sont en fait l'adaptation de la nature à un changement climatique, à un changement d'environnement. Et donc, l'idée qui sous-tend un petit peu tout ce livre, c'est justement non pas l'idée de combattre le réchauffement climatique ou de combattre ci ou de combattre ça, non, c'est de vivre un changement et d'être capable de s'y adapter. Oui, il y a un changement climatique, bien sûr, il faut faire des efforts sur ci, sur là, sur machin, bien sûr, mais pas en luttant contre le courant, mais plutôt en essayant de s'adapter soi-même et en orientant les choses plutôt qu'en les affrontant de face. Et c'est un petit peu ce qui est derrière tout le discours entre le frère, la sœur, le petit frère, etc., qui vont arriver malgré tout un tas de tragédies, à se reconnecter à la nature, à se reconnecter à eux-mêmes, ainsi qu'à se reconnecter avec leur petite famille réduite. Jérémy Moreau est un auteur dont j'admire le talent et le travail graphique, et j'ai toujours eu du mal avec ces sujets. Et là, il a réussi à me réconcilier avec son travail. Il traite d'un sujet qui va parler de reconnexion avec la nature, d'écologie, etc., tout en arrivant à être sur un fil entre le fantastique et le concret, mais vraiment très très fin. Et il le tient tout du long de son album avec, je trouve, une réussite assez forte. J'ai adoré tout ce cheminement dans les Pisli, cette construction de la relation à la nature, de cette recherche de soi, de ce personnage, de ce héros qui est complètement déboussolé, qui n'a plus aucun repère, qu'on voit au départ par le fait qu'il n'arrive plus à se retrouver sur le GPS, et qu'ensuite, même dans la nature, il cherche ses traces pour retrouver son chemin non-stop. Ça marche super bien, mais c'est un album qui m'a bloqué sur le final, en fait. J'ai été pris à revers. C'est-à-dire qu'il y a un final qui se veut, sans révéler quoi que ce soit, mais un peu onirique, un peu ouvert, alors que je trouve que ça s'arrête au moment où c'est là que ça devient intéressant, et où c'est, ok, tu as réussi à te retrouver, à retrouver tes repères, mais maintenant, comment est-ce que tu vas te connecter avec la réalité ? Et c'est quelque chose qui n'est pas traité, qui est complètement mis à côté, comme quoi juste le fait qu'il ait réussi à retrouver sa trace fait qu'on s'en fiche de comment ça va se passer après, et ça n'a plus d'importance. Et là, j'ai fait,
bah ouais, mais en fait, ton histoire, elle est pas finie, là. Tu me laisses comme un con, et ça me fait chier, en fait. Et c'est un peu, voilà, ce ressenti que j'ai eu. J'ai fait un très, très beau parcours, un très beau chemin là-dessus, alors que sur d'autres histoires, comme Grimm, machin chose, etc., il m'avait largué beaucoup plus vite, parce qu'il était beaucoup plus perché, entre guillemets. Là, il était un peu plus entre le terre-à-terre et le perché, et ouais, je dis, il tenait ce fil super bien. Et le final, mais m'a perdu, quoi. Et c'est vraiment dommage, parce que j'étais à ça de dire oh, putain, j'ai adoré un truc de Jérémy Moreau, quoi. Voilà. Mais il va y avoir une suite, non? Les Grisbert, c'est ça? Alors, Grisbert, c'est un film qui est prévu. S'il dérive suffisamment au sud, parce que tu peux faire un truc avec des lamentins. Ah. Ouais. Bah, c'est des personnages importants dans un Monkey Island. Mais bon. Les pots de mer. Je sais pas comment dire en anglais, lamentin, c'est un nom vachement bizarre. Lamentine. Non, c'est des manati. Voilà. Bien emballé par le départ, un bon gros voyage initiatique et la perte de la naïveté pour tous en fait. Mais ouais, un petit peu déçu par la fin. Alors après voilà, des fois Jérémy Moreau m'a mis des voix tellement loin que je suis pas allé au bout, donc là au moins je suis allé au bout, mais ça m'a pas trop plu. Je suis pas d'accord avec vous pour le coup. Hein. Moi, je vais défendre la fin. Défends-le, on te laisse. Pour moi, c'est justement 25 ça. minutes. Pour moi, c'est justement ça, c'est qu'il donne pas les clés. La seule clé, c'est dans cette direction qu'il faut aller. C'est la clé pour moi, elle est là. Trouve un moyen de t'adapter et pas de combattre. Et chacun va avoir le sien parce que chacun a ses propres problématiques internes initialement. Donc c'est les problématiques des trois personnages, voire même du quatrième personnage qui est cette vieille dame, ne sont pas les mêmes problématiques que ce que nous on peut avoir dans notre quotidien. Donc l'idée qui est sous-tendue par tout ça, à mon sens, c'est juste de pouvoir s'adapter. Et donc chacun va, avec ses besoins et ses problématiques, trouver un moyen différent de s'adapter. Donc qui ne donne pas comment est-ce que lui trouve la solution, c'est pas grave. Ils ont réussi à se reconnecter. L'essentiel était là. Maintenant, ils vont pouvoir avancer, ils vont pouvoir se reconstruire. Ils n'ont plus la tête dans le guidon. Ouais, bah moi, je crois que cette conclusion est pas... Si c'est ce qu'il voulait raconter, j'ai un doute, tu vois, là-dessus. La conclusion n'est pas assez claire. Ce que je disais, c'est qu'il a réussi à éviter ce côté un petit peu... chamanique, animaliste. Il est quand même pas mal. Hein. Oui, il est pas mal, mais il est à la frontière. Il réussit pendant tout l'album à garder cette frontière. Et à la fin, ce final, tu te dis, mais là, c'est le début de l'aventure, en fait, quelque part. Je comprends pas pourquoi tu t'arrêtes là. Et je sais que c'est comme ça qu'il voulait finir. Je pense que c'est comme ça qu'il voulait finir. Et c'est terrible. Hein. Toi, c'est ce genre de bouquin où tu te dis, oh, c'est trop bien. Et puis de la dernière page, tu fais, ah bah merde. Bah non, en fait. Tu vois, ce que c'est le genre de déception. Après, c'est une question de perception. Hein. On apprécie ou pas, chacun dans son sens. Voilà. Ça reste un bouquin qui est à lire, je pense, parce que Jérémy Moreau reste un auteur qui, là, en plus, graphiquement, ça fonctionne, mais à la perfection. Ouais, j'ai pas trop parlé de la partie graphique, mais même ce qui me rebutait initialement, à savoir ces roses fluo, en fait, fonctionne très très bien dans le livre, à la lecture. C'est le côté aurore boréale, quoi. Ouais, et puis même, il s'en sert pour les rêveries, pour justement l'aspect un peu chamanique, voilà. Et ça marche très bien. Mais voilà, il y a je trouve que voilà, il arrive à garder une connexion entre le réel et le chamanisme tout du long, et à la fin, il perd cette connexion, et c'est là qu'il m'a perdu. Guillaume, tu l'avais pas lu ? Non, je l'ai oublié à la librairie, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et Beasley, donc de Jérémy Moreau, chez Delcourt, pour 29€. Bon, 95. Pour moi, c'est un coup de cœur. Hein. Ouais, je sais. Et que pour moi. Je sais. Tu pourras on avait dit qu'on ferait une émission spéciale coup de cœur personnel. Moi, j'ai récupéré un tiers de cœur de Zelda. Oh, je crois que c'est par cœur qu'il est. Enfin, on est pas tout marche. N'oubliez pas que cette émission existe en partie grâce au soutien de Matt Deka, Chevaude, Warloff, Stéphane, Kobab et Boob. Et que franchement, qui n'aimerait pas aller à Castres ? Cette ville, c'est une ville de rêve. Et pour aller à Castres, le truc, c'est que ça demande des sous et on a besoin de soutien, on a besoin qu'on nous aide. Et pour nous aider à aller à Castres, on a besoin de soutien. Pour aller à Podcastre, le festival de podcast qui a le meilleur nom du monde, Podcastre.
Je veux dire, tu pouvais pas trouver mieux, quoi, à un moment donné. Il faut nous donner des sous. C'est le 28 et le 29 octobre prochain. Je crois que l'organisation va bientôt se lancer. Et c'est vrai que depuis le temps qu'on nous tanne pour aller à Podren, Podcastre, etc., il serait peut-être temps qu'on essaye d'y aller pour de vrai. Je pense que ce serait une superbe aventure à être dans un Airbnb tous ensemble, à partager des lits trop petits. Franchement, je rêve de ce genre de choses. Voilà. Soutenez-nous sur Tipeee. Cliquez sur les images sur lavoidesbulles.fr qui vous emmèneront sur Bubble pour acheter des BD chez votre libraire ou chez eux directement si vous n'avez pas de libraire. C'est triste. Et puis parlez de nous autour de vous. Ça nous fait toujours plaisir. Hein, toujours. Toujours. Lozère Apocalypse, un titre fort intriguant parce que c'est vrai que la Lozère, en fait, je sais pas trop ou même pas où c'est. En fait, je saurais pas le situer sur c'est un peu plus au nord de Castres. Voilà, je saurais pas le situer sur une carte. Ça craint. Je sais peut-être. Un peu à l'est aussi quand même. Ouais, c'est nord-est. J'ai toujours été nul en géographie. C'est une bande dessinée de Stan Silas qui a tous les postes. C'est chez Le Lombard pour 20,50 €. Sur la couverture, ça ressemble à une BD jeunesse, mais je vais laisser Guillaume nous en parler. Alors, Stan Silas, il faut toujours se méfier parce qu'il a un super dessin, très sympa, tout mignon, tout gentil. Ouais, jeunesse, non, pas complètement. Donc, faut se méfier toujours, même si pour le coup, Lozère Apocalypse pourrait démarrer, je dirais, à partir de 12-13 ans sans trop de difficultés. Donc, on va suivre, voilà, c'est une colonie de vacances en mode caricature de colonie, puisque avec les ingrédients américains là, puisqu'on a la petite chanson du champignon, si je me souviens bien, la mascotte de la colo, c'est un champignon. Colotti, enfin voilà, ça a un côté limite un peu sectaire. Colosi, c'est le nom du champignon. Colosi, ouais. Oui, l'album, tiens, pour... Et donc, voilà, on va suivre ce groupe de jeunes qui a pris l'avion pour aller donc en colonie de vacances. Donc, tout un tas d'archétypes de minots. Ils ont tous un point commun, ils sont orphelins, et donc soit en famille d'accueil, soit à l'orphelinat. Et donc, tous les personnages ont un côté assez archétypal. Et en fait, pas de bol, accident d'avion. L'avion s'écrase au milieu d'une île, enfin sur une île. Ouais, t'appelles ça une île, toi. Je sais même pas si c'est une île. Je crois que c'est pas dit que c'est une île. Je vois pas la mer, hein, à aucun moment. Il s'écrase. Je sais pas. C'est quand je l'ai lu, c'est eu l'impression que j'ai eu. Donc c'était. J'ai trop vu Lost. Peut-être, ouais. C'est ça. Ça m'a fait penser à ça effectivement le début. Et donc, voilà, ils sont perdus au milieu de nulle part et il va falloir survivre. Alors bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, voilà, on s'en fout. Les mômes sont des mômes, sont un petit peu, je m'en foutise. Ouais, de toute façon, les adultes ils vont venir nous chercher, donc ils continuent à chamailler. Sauf que, très rapidement, en fait, ils sont agressés par des espèces de gamins poulets. De gamins poulets, ouais. De gamins poulets. Et donc là, ça devient tout de suite très compliqué parce qu'en fait, il va falloir se mettre en mode survie. Et donc, il va leur arriver tout un tas de péripéties, tout un tas de révélations sur les personnages, pourquoi ils sont là. D'ailleurs, il y en a un dans l'eau, on ne sait pas trop ce qu'il fout là, et puis on apprend qu'il est venu chercher un ami qui a déjà eu un accident le jour où il est parti dans cette colo lui aussi. Et bref, tout un tas d'événements, de révélations au niveau du scénario, de révélations au niveau des personnages qui se révèlent aussi à eux-mêmes. Certains ont des talents qu'on pensait inutiles qui finalement peuvent être utilisés à bon escient. Bref, c'était un petit plaisir très sympathique. J'ai passé un super moment. Je m'attendais un peu à rien au démarrage parce que j'aime bien le dessin de Stan Silas, mais je sais qu'il faut se méfier, qu'on ne sait jamais trop ce qu'on va trouver dedans. Et du coup, bonne surprise, très très bonne surprise. Je trouve que c'est une belle réussite. J'attends le 2 avec impatience parce que j'ai bien envie de savoir à quelle sauce ils vont être bouffés. Ok, donc qui a pu apprécier cet album écoute, moi j'ai bien accroché parce que c'est vrai que tu te retrouves avec ton crash d'avion dès le départ.
un crash d'avion qui en fait démarre très tôt parce que très vite quand tu vois le poulet qui saute en parachute, tu te dis que a priori ça sent mauvais quand même. Il y a le Le champignon. champignon qui saute. Le champignon magique là qui saute. Colosi. Voilà, qui saute. Et du coup tu le retrouves. Après voilà, tu vas avoir petit à petit des petits indices, des personnages que tu rencontres, le renard qui va commencer à être un peu intéressant. Et puis on te raconte de plus en plus de choses, on te rajoute des indices, tu te dis tiens ils vont s'en sortir et puis bam, un truc leur tombe sur la gueule. Et en fait à chaque fois, tous ces petits événements font que tu te dis tiens l'intrigue est un peu plus grande, un peu plus complexe que ce que j'avais au départ. Et franchement très bonne découverte, le Lozère Apocalypse. Je vais poser une question con. Oui. Tu me parles d'île. Ouais, mais tu vas voir, tu me parles d'île, tu me parles de Lozère Apocalypse. Je cherche pas. Quand je l'ai lu, pour moi, c'était une île. J'ai effectivement trop vu Lost. Je veux bien que la Lozère, ce soit quand même très isolé, mais... Ouais, mais en même temps, à quel moment, à aucun moment, on est vraiment sûr d'être en Lozère. Isolé, Isola, Isle, île. Je pense que c'est un peu côté étymologique. Ouais, tu vois, je trouve qu'il y a... Non, mais parce que j'ai trouvé plusieurs cases où on a l'impression qu'ils sont au bord de la mer. Oui. Bah, il y a on voit la mer. Et il y a un moment... j'ai vu des cases. Je viens de les tourner, Pierrick. Ouais, sauf que l'un des endroits où on arrive aussi, il y a un panneau marqué Lozère. Ouais, mais tu chipotes. Non, mais de toute façon... non, c'est juste pour essayer de comprendre. Comme j'ai pas lu le bouquin, c'est juste pour essayer de comprendre. De toute façon... je le disais aussi. De toute façon, tu vas lire le bouquin et puis tu vas te rendre compte que effectivement, tu vas savoir très très rapidement où tu te trouves. Et puis voilà, mais après c'est juste je pense que le crash d'avion, l'île, c'est trop les trucs que j'ai trop regardé. Mon cerveau a fait le raccourci tout seul. Quoi ? Bah voilà, je voulais ton avis. Je l'ai déjà donné en fait. Oui, mais t'avais rien d'autre à rajouter. J'ai rajouté. Bah écoute, je l'ai trouvé bien. Je trouve que le dessin est sympa, c'est pétillant. Après tu vas voir justement tous les personnages un peu chelous qui sont étranges. Tu te dis tiens, mais est-ce que c'est vraiment après voilà, tu te poses toutes les questions de savoir qui sont justement les orphelins qui font le voyage, pourquoi est-ce qu'ils sont là chaque année, pourquoi cette colonie de vacances, pourquoi est-ce que tu as chaque année il y a l'ADN, pourquoi est-ce que tu as le poulet, le peuple poulet, non, enfin tout est chelou en fait au fur et à mesure et plus tu avances, plus c'est chelou. Et du coup après il y a aussi les vengeances de certains, pourquoi est-ce qu'ils se détestent alors que finalement ils devraient essayer d'être amis mais bon ils le sont pas. Non, bon bouquin. Moi j'avoue que j'ai été surpris à la lecture par la durée pour le dire. Je me suis dit, ça a l'air d'être un petit album tranquille, vite lu. Mais putain, c'est une densité. J'ai passé une plombe à le lire. Ce qui est pas un mal, hein, parce que c'est très sympa. Il y a 3 chapitres là-dedans. Tu te dis, mais 3 chapitres qui auraient pu faire 3 albums, en fait. Enfin, 4 chapitres, parce qu'il y a une sorte de blague au milieu sur le chapitre 3. Mais voilà, ils auraient pu faire un album pour chaque. Hein, ça aurait très bien marché. Il y a un côté trash et gore qui détonne un peu avec le style graphique, qui marche pas mal pour le coup avec ce côté-là. Le truc qui me semble bizarre, c'est que je me demande si c'est pas, je sais pas, en le lisant, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas un webtoon qui a été adapté en album, parce qu'il y a un côté un petit peu feuilletonnant dans la façon dont c'est raconté, qui marche bien. Et des fois, tu as l'impression qu'il ne sait pas trop où il va et qu'il invente son histoire au fur et à mesure. C'est un peu ce côté-là que j'ai eu de temps en temps, qu'il rajoute une surcouche à son histoire sans savoir ce qu'il va raconter à l'avance. Azer dit c'est non, c'est du direct BD. C'est du direct BD, ok. Mais voilà, mais tu vois, il y a ce côté-là dans la façon dont c'est raconté, des fois je me dis, mais ça, on a tellement changé de registre, etc., que en fait, il a juste changé de thème au milieu. Sans construire son histoire du début à la fin, tu vois ce que je veux dire ? Et ça m'a fait un peu bizarre, ça m'a un peu perturbé sur le coup, parce que je me suis dit, mais est-ce qu'il sait vraiment où il va, quoi ? Est-ce qu'il n'est pas en train de se faire plaisir à se faire une impro totale sur son histoire ? Je veux dire, le dernier chapitre, tu te dis, waouh, mais où est-ce qu'on arrive, quoi ? Ça devient n'importe quoi. Est-ce qu'il a déjà l'explication autour de cet univers qu'il a créé? Parce qu'on voit bien que apparemment le côté apocalyptique se passe en dehors de cette histoire d'accident d'avion. Mais comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui explique tout ça? Et j'ai peur d'avoir cette sorte de déception de Lost où tu passes un très bon moment à suivre le voyage et tu regardes la fin et tu fais
ils sont un peu foutus de ma gueule tout du long, quoi. Alors, ils passent leur temps à poser des questions sans jamais donner de réponse. Oui, voilà. Non, mais c'est ce côté, ils sont un peu foutus de ma gueule tout du long. Et c'est mon inquiétude, alors que pour le moment, de ce que j'ai lu, j'ai envie de savoir, quoi. Alors, sachant que Stan Silas est un auteur qui est très populaire sur Internet, mais que j'avais jamais lu jusqu'ici. Apparemment, Azertov connaît bien. C'est son. Il était un peu du même avis que toi sur le fait que. Je crois qu'il a cartonné c'est sur les blogs, de la BD. C'est de la BD jeunesse. Ah, mais c'est du Stan Silas. Ah, donc c'est pas que pour les enfants. C'est plutôt Non, pour mais les il y avait. adultes. C'était Norman, si je me souviens bien le titre de l'autre. C'est ça, ça. Norman. Non, ouais, Norman et Bigouden. La vie de Norman Bigouden. Ouais, c'est. Alors Bigouden, ça va, mais Norman, faut se méfier. Hein. Jeunesse, non. Il a fait aussi Non. Super Caca. Ah, ça commence à nous intéresser. Sylvaine, itinéraire d'une enfant pauvre, Parasite, Ocarina Marina, Chaton contre, voilà, ça c'est les noms des trucs. Voilà, mais c'est un auteur dont j'avais déjà entendu parler parce que je sais qu'il a eu un succès, je pense à l'époque des blogs BD, tu vois, ce côté-là, mais dont j'avais jamais lu d'album en fait, je connaissais pas du tout son travail. Et c'est, enfin voilà, c'est énorme parce que c'est un putain d'album, il est énorme. En fait. Je vais rajouter ce qu'a dit Azertov, c'est que c'est la première fois qu'il bosse sur une BD avec autant de pages d'un seul coup. Donc effectivement, peut-être qu'au niveau de la narration, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Et son support initial, ça restait quand même les sites internet. Et peut-être que du coup, il est retombé un peu dans ce qu'il savait faire, quoi. Alors Super Caca, il l'a fait avec David Mourier, donc oui, ça ne m'étonne pas. Caca, David Mourier, ça ne m'étonne pas. Et la vie de Norman et Sylvain, c'est dans le même univers. Attends, c'est la vie de Norman et Sylvain qui sont dans le même univers ou c'est dans le même univers que Loser Apocalypse? J'ai un doute, Azertov, on attend ta réponse. Enfin, il va se désabonner de Tipeee parce qu'on dit du mal. Non, mais on dit pas du mal. Je suis curieux parce que je... Reste avec nous sur Tipeee, on t'aime. On t'aime le gros crevard, hein. C'est clair. Azertov balance un coup de cœur. Il veut qu'on mette un coup de cœur, il est en train de nous forcer au coup de cœur. C'est ça, il te force toi, hein, voilà. Voilà, j'irai pas jusqu'au coup de cœur parce qu'il y a plein de bonnes choses, mais je sais tellement pas où je vais que j'arrive pas à... Tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu perdu quoi, dans cet album. Voilà, Loser, c'est coup de cœur. Azertov est d'accord, tu vois. Attention, Pierrick, on va perdre un tipeur. Quant à vous, voilà. Guillaume et Thio, vous l'avez lu, donc coup de cœur ou pas pour vous? Moi j'ai du mal, j'arriverai pas. Mais je suis trop largué. Pour l'instant, j'aurais tendance à dire que oui, parce que c'était vraiment une très très bonne surprise et très agréable. Mais en même temps, j'ai vraiment tellement envie de savoir la suite que attendre peut se justifier. Mais pour l'instant, ouais, j'aurais tendance à mettre un coup de cœur là-dessus. Moi, je te suis, ouais. Ouais. Ok, bon on est tous sur le même principe, on attend la suite pour savoir, sans nous un tome 2, putain, de Stan Silas, bouge-toi le cul, il y a beaucoup de pages, je suis d'accord, donc il va falloir que tu ailles vite pour faire un tome 2, dessine vite. Ouais, ça va, c'est facile de dessiner, ça va vite. Hein. Ouais, puis les copier-coller, tout ça. Ouais, si de toute façon, je veux dire, il fait ça avec une journée et c'est réglé, je veux dire. C'est ça, ouais. Il va pas nous faire chier non plus. Hein. Si tu tapes Loser Apocalypse en mi-journée, je pense qu'on peut rigoler sur les résultats. Ouais. Donc de Stan Silas chez Le Lombard pour 20,50 €. Loser, en somme, c'est déjà l'Apocalypse. Hein. Ouais, là, on change de continent avec The Department of Truth, le tome 1. Scénarisé par James Tynion, 4. D'ailleurs, je ne devrais pas dire 4, je devrais dire 4. Dessiné et colorisé par Martin Simons chez Urban Comics pour 17 €. On va commencer tout de suite par épargner le côté graphique. Si vous aimez Bill Sienkiewicz et son dessin qui part un peu en vrille dans tous les sens, et cette narration avec des traits vraiment zarbes, très expressionnistes, assez violents, vous allez adorer le dessin de Department of Truth. Ça se tombe bien, j'aime bien Bill Sienkiewicz. C'est une BD qu'on m'a offerte sur les conseils d'un ami à moi. Qui a dit ça pourrait plaire à Pierrick. Cet ami est juste à mes côtés, c'est Thio. Et je crois qu'il a tapé un peu juste. Tu connais un peu trop mes goûts, je crois, maintenant. Ouais, c'était terrible. On se connaît trop. Ouais, c'était trop facile. Mais de quoi, donc, ça nous parle que The Department of Truth? En gros, on a un agent spécial du FBI qui s'appelle Cole Turner, qui s'intéresse beaucoup aux théories conspirationnistes et qui, pour en savoir plus, se mêle à un groupe de platistes pour savoir ce qu'il en est, et se retrouve dans un vol d'avion où il voit le bord du monde. Et là, il y a un problème, parce que il ne s'attendait pas à voir ça. Du fait de cette aventure-là, il se retrouve embauché par un département spécial d'État, qui s'appelle le Department of Truth, qui lui explique que, en fait, le principe, c'est simple, c'est que
plus les gens croient à quelque chose, plus cette chose devient vraie. Et que donc le Department of Truth est là pour choisir, pour aider les gens, les guider, pour leur montrer ce qui est vrai. Pour éviter que ça parte en couille parce que tout le monde pense n'importe quoi, parce que les théories du complot arrivent forcément à un moment ou à un autre, surtout aux États-Unis, et que les gens arrivent à croire à des choses qui sont fausses. Et que, effectivement, s'il a vu le bord du monde, c'est parce qu'il était dans un avion plein de gens qui croyaient que le bord du monde existait. Donc il est accueilli par le chef du Department of Truth, qui est une personne assez connue, hein, Lee Harvey Oswald. Un certain. Lee Harvey Oswald, on en a vaguement entendu parler de ce mec-là, qui est pas mal dans les théories du complot d'ailleurs. Et il se retrouve embauché dans cette faction-là pour travailler avec eux. Le tome 1 nous présente un peu ce monde-là, cet univers. On le voit commencer ses premières enquêtes. On voit qu'en plus, Cole Turner est fortement impliqué dans l'histoire parce qu'il aurait été manipulé étant enfant par rapport à des hallucinations qu'il aurait eues sur une créature maléfique qui rentrerait dans des théories du complot qui existent, etc. Qui a dit Mulder et ça part complètement en couille. J'ai un peu commencé le tome 2 et j'ai fait « Oh putain, mais où ils vont ? Ça devient nawak. » C'est le genre de BD qui m'a fait le choc que j'ai eu dans My NGMT où tu te dis « Putain, c'est étonnamment bien construit en partant sur une théorie de concept d'univers de base qui est complètement folle, très ancrée dans notre réalité, mais si tu t'amuses à regarder des films sur les platistes, des documentaires, moi j'en ai vu un, où tu te dis, bah oui, mais en fait, cette théorie pourrait tenir la route. On rentre dans les théories aussi un peu que vont avoir un Alan Moore qui te part du principe que le monde est ce que les gens croient que le monde est. Suffit qu'une majorité croit à quelque chose pour que ce soit la vérité. Et de gens qui essayent de manipuler donc le Department of Truth et d'autres personnes ce qu'est la réalité du monde en modifiant les croyances des gens. J'arrive pas à dire si j'ai adoré ou si j'étais perdu. C'est totalement mon genre de trip, hein. Moi je suis à fond dedans. De là à dire que c'est génial, je saurais pas dire, mais j'ai adoré. Voilà. Department of Truth, qu'en avez-vous pensé ? T'as oublié la femme en rouge. Et la femme en rouge, oui, la femme en rouge, oui. Il y a une femme en rouge, c'est cool. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Femme en rouge, comme dans Battlestar Galactica. Comme dans Matrix. Voilà. Et dans Plutôt. Matrix. J'ai pas vu les Battlestar. Alors donc, je vais te raconter l'anecdote du pourquoi du comment du tome 3. Donc, je l'ai pris à la librairie pour le lire. Et donc, j'ai pris le tome 1 à la librairie pour le lire et tout, machin. Et puis, je le lis et tout. Pas mal et tout, bien, super et tout, sympa. Et... Putain, c'est chou. Franchement, j'étais bien dedans, quoi. J'étais à bloc. Et puis, à la fin, je vois Assure dans le tome 4. Ah. Et là, tu fais ah merde. Et donc oui, c'était bien le tome 3 que j'avais pris. Je me suis endormi pendant la pub ou j'ai raté un tome? J'ai raté un truc. Non, c'était bien ça. Et c'est pas mal, c'est qu'il arrive à t'accrocher alors que t'as pas lu les deux premiers tomes. Je pense que le tome 3 peut se lire indépendamment. J'ai même cru avant d'avoir fini le tome 1 qu'on pouvait lire les tomes indépendamment les uns des autres. Vu la fin du tome 1, non. Il vaut mieux lire le tome 2 après le tome 1 quand même. Il y a des arcs narratifs quand même qui sont... Donc le 3 pourrait presque se lire indépendamment. Une fois que tu as compris le concept de base, où tu nages un tout petit peu au début, une fois que tu as compris le concept de base où il t'aide un petit peu à te raccrocher les wagons pendant que tu le lis, t'arrives complètement à suivre l'histoire. Et déjà, je trouve que ça, c'est sympa. Après, donc, du coup, j'ai lu le 1 et moi, je suis tombé dedans. J'adore ce genre de bouquin. Sérieux, ça me fait triper à mort. Je trouve ça excellent. Rien que le fait que Lee Harvey Oswald travaille au département de la vérité. Allez, manipulons la vérité. On va écrire la vérité vraie. Ah ouais, d'accord, ouais. Mais, ok, j'aime bien le concept. C'est vrai que le tome 1 est vraiment une introduction et tu vois dans le tome 2 qu'il y a une construction de... on va prendre un concept complotiste qu'on va traiter pour un arc narratif, on va dire. Le tome 2, c'est le Bigfoot. Je sais pas, je l'ai pas du tout ouvert. Le tome 2, le thématique, c'est le Bigfoot. Mais en parallèle, on a toute cette histoire de l'homme aux yeux défait ou je sais pas quoi, qui rentre dans le principe du personnage principal qu'on suit, Cole Turner, qui sert de fil rouge à une intrigue, mais chaque arc narratif a un côté un petit peu indépendant. Effectivement, le tome 2, ce que tu disais, je pense que c'est pour ça que tu as réussi à lire le tome 3, etc., c'est que tu as une intrigue qui tient la route sur un arc, mais tu as un fil rouge qui fait un lien entre toutes ces intrigues-là, et j'imagine qu'à un moment donné, il va arriver
pour tout relier et faire que ça tienne la route. Voilà. Et puis en plus, je trouve que ce choix graphique d'avoir ce dessinateur de Martin Simons, qui a un style vraiment quand même pas classique, quoi. C'est pas quelque chose que tout le monde peut adorer. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui vont détester. Moi, c'est même quand j'ai ouvert, j'aime pas trop ce genre de dessin. Ouais, moi, perso, moi, c'est un style de dessin que j'aime beaucoup parce qu'en général, c'est très expressionniste et que ça fait ressortir beaucoup d'émotions dans un style de très très brut, tu vois, quelque chose de très déformé, de très, ça marche bien et c'est un trait qui colle vachement bien à l'histoire. Oui. Par contre, oui, moi, mais par contre, moi, sur ce genre de trait, sur ce genre de dessin, j'ai toujours un mouvement de recul. Et par contre, avec cette histoire-là, ça marche très très bien. Un grand moment de... J'ai pété un câble ou j'ai du mal à suivre Je me suis régalé. Voilà, c'est graphiquement parlant, ça se rapprocherait un petit peu de l'univers barré, de la façon de faire de Dave McKean, mais il y a moins de système de collage. On est que sur de la peinture, voilà. Utiliser Electra, ça sent. Mais voilà, c'est graphiquement, ça correspond au propos. C'est ça que je trouve fort, c'est que on a cette espèce de crayonné avec des éléments. Il n'y a rien qui est net, et je trouve que ça correspond parfaitement à l'univers dans lequel on baigne. On n'a aucune certitude. Et la réalité est mouvante. Et la vérité d'un jour n'est plus forcément vraie le lendemain. Donc c'est absolument passionnant comme postulat de départ. Maintenant, qu'est-ce qu'il va en faire ? Est-ce que ça va tenir la route ? Combien de tomes ? Est-ce qu'il va quelque part, ou est-ce que ça va être des épisodes là, qui vont suivre les uns derrière les autres ? Voilà. C'est pour moi la seule interrogation, elle est vraiment là-dessus, parce que le postulat de départ est super intéressant, et de ce que j'ai pu voir dans le premier tome, c'est de la régalade. Thio ? C'est super barré, mais c'est absolument génial. Ouais, voilà. J'ai lu une interview du scénariste dans Comic Box, un magazine que je ne saurais que recommander, si tu veux de l'interview, et où il dit que oui, ça a été un peu difficile pour lui parce qu'il a dû se plonger dans les théories du complot pour écrire son histoire, et qu'il y a un moment où les gens sont... Tu lis des choses racontées par des gens qui sont tellement persuadés de ce qu'ils racontent, qui sont convaincants. Et que c'est un peu difficile c'est le genre d'histoire qui a été difficile pour lui. Je pense qu'on reparlera de lui. On n'a pas encore parlé de Nightmare Country, dont on parlera sans doute dans une émission plus tard. C'est le même scénariste, James Tynion. Je pense que ça reste un scénariste à suivre, parce qu'il fait des choses assez barrées, mais que je trouve assez réussies dans le genre de l'horreur. On reste dans un côté un peu horreur. Voilà. Moi, j'ai adoré. Je suis le cul entre deux chaises pour ce que je dirais du coup de cœur, vu que c'est un peu notre thématique principale. Va-t-on mettre un coup de cœur parce que je suis un peu perdu dans cette intrigue. Je sais pas où ça va, je sais pas ce que ça va me raconter. Il me perd là-dedans, mais c'est trop ça tôt marche, à mon ça sens, marche super bien. Oui, la Dame en Rouge reste. Voilà, que va-t-il faire de la Dame en Rouge ? Et quand on le saura, je pense que c'est là qu'on saura si nous a eu. Que va-t-il faire du cauchemar du personnage principal ? Donc, Department of Truth de James Tynion 4 de Martin Simons chez Urban Comics pour 17 €. Un œil sûr. Alors, un œil sûr, je vais vous parler de deux petits jeux dont j'ai testé les démos et sur Switch. Et les démos, c'est bien parce que des fois, ça te fait acheter des jeux. Parce que pour le coup, ces deux jeux-là ont été achetés par Est-ce que c'est bien ? Est-ce que vraiment c'est bien ? On va commencer par Cereza and the Lost Demon. C'est un jeu basé sur le monde de Bayonetta. Bayonetta, qui est un jeu qui est une sorte de beat'em all où tu dois taper sur tout ce qui bouge, avec une fille qui utilise ses cheveux qui lui font ses vêtements, et que quand elle utilise ses cheveux pour taper les gens, elle est à moitié à poil, et que c'est cool. C'est celui-là que t'as failli acheter ? Non, parce qu'ils ont fait un Bayonetta Origins qui s'appelle Cereza and the Lost Demon, qui est dans une ambiance plus conte de fées, où on va suivre les origines de cette jeune fille qui va prendre ses pouvoirs. Et le concept, d'un point de vue gameplay, est surtout intéressant, parce que tu contrôles à la fois l'héroïne qui va apprendre la magie, et le démon qui s'est incarné dans un objet, parce que les démons s'incarnent toujours dans des objets, qui est son doudou, qui s'appelle Chouchou. Le démon, il veut pas qu'on l'appelle Chouchou, ça le fait chier, mais bon, il s'appelle Chouchou, c'est comme ça, c'est le nom du démon. Et donc tu vas gérer avec un stick d'un côté la sorcière, un stick et les gâchettes sur le côté, et ses pouvoirs, et avec le stick de l'autre côté et les gâchettes de l'autre côté, le démon, qui lui va être le bourrin et qui va taper sur tout ce qui bouge. Il y a un côté graphique que je trouve très joli, un côté très conte illustré qui marche très très bien.
Et j'ai passé un très très bon moment à faire cette démo. Ma fille a adoré pour le côté... elle adore toutes les histoires de sorcières, tout ce côté-là, le côté conte de fées qui marche bien aussi. Il y a un mélange d'énigmes, parce que justement, tu dois gérer ces deux personnages qui ont des pouvoirs différents et qui vont pouvoir permettre d'avancer dans l'univers. Un côté apprentissage, tu fabriques des potions qui vont te permettre de faire des choses, etc. Voilà. Et graphiquement, je trouve que c'est une très belle trouvaille. Et alors que Bayonetta est un jeu qui m'intriguait pour le côté un peu bourrin, il y a une subtilité, je trouve, dans cette préquelle qui marche vachement bien. Donc c'est Ceresan the Lost Demon. La démo marche très bien. Ma fille s'est battue pour l'avoir en cadeau. Elle a réussi à l'avoir. Je pense que je vais finir le jeu. Tu es faible. Oui, je sais, je suis faible. Sur quelque chose d'un peu plus standard, un peu plus connu, on a Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Pardon, il n'y a pas de S. En gros, c'est Mario Lapin Crétin. Il y a eu un premier jeu qui était sorti il y a quelques années, que j'avais beaucoup aimé, qui te montrait, qui se retrouvait à être une sorte de jeu de stratégie à la XCOM, si je devais simplifier. XCOM, c'est ce jeu où tu joues des armées qui se luttent contre les extraterrestres. C'est un jeu au tour par tour, stratégique, où chaque armée va avoir un pourcentage de dégâts, machin chose, etc., pour savoir combien tu vas toucher. Tu gères tes déplacements, le nombre de points d'action que tu as par tour. On est vraiment dans le jeu de stratégie de base. L'idée avec Mario Rabbids, c'est que on va simplifier ce côté stratégique tout en le maintenant. C'est-à-dire que là, le personnage a une surface de déplacement sur laquelle il peut se déplacer. Les personnages peuvent sauter les uns sur les autres pour tenter d'attaquer. On reste dans le côté jeu de stratégie tour par tour. À chaque tour, tu vas pouvoir faire des actions, utiliser un pouvoir spécial ou pas. Tu as un nombre de points d'action qui permet d'utiliser tout ça. Et ça marche super bien. Moi, j'adore ce type de jeu-là un peu stratégique. Ça a le côté débile parce qu'il y a le côté un peu rigolo avec les lapins crétins qui font n'importe quoi. Des variations lapins crétins des personnages connus de Mario. Donc on a un Mario lapin crétin, un Luigi lapin crétin, une Peach lapin crétin qui elle passe son temps à se prendre en selfie parce que c'est une Peach lapin crétin. Donc voilà. C'est un petit côté débile, un petit côté rigolo, mais surtout un côté stratégique qui pour le coup avec des règles très simplifiées, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur les pourcentages avancés qu'on a dans la XCOM où tu as 85% de toucher, tu vois, dans ce genre de jeu. Là, c'est du 0, 50 ou 100% de toucher. Et tu as une idée du nombre de dégâts que tu vas faire, etc. Donc, c'est une stratégie qui reste un peu plus contrôlée et moins aléatoire que tu as dans les XCOM. Et ça rend la stratégie même presque, j'ai envie de dire, presque plus subtile que là-dessus. Et franchement... ça marche très bien. Oui, alors Azertov me dit que c'est le principe je l'achète pour mon enfant, mais c'est pour moi. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a quelques jeux comme ça que j'achète pour mon enfant, mais je vais bien y jouer aussi. Voilà. Ma fille s'est battue pour l'avoir, du coup je pense que je vais finir le jeu. Effectivement, je plaide coupable. Que ce soit Spark of Hope, tu t'es fait pécho. Ouais, ma fille va moins accrocher à Spark of Hope, j'ai acheté vraiment pour moi. En plus il y avait une bonne promo, il était à 50% à 30 € le jeu complet. Curieux, c'est un jeu avec du Mario et des rapides et des lapins crétins, c'est curieux qu'il a acheté. Quoi moi j'adore ce genre de truc. Et puis non mais c'est surtout que tu es vraiment sur quelque chose de très spécial dans l'univers Mario, à ce côté jeu de stratégie tour par tour. Si t'aimes ce genre de jeu là, ça marche super bien. Voilà, c'était juste ce petit côté là que je voulais mettre en avant. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a des démos qui sont étonnamment longues. Ça te permet vraiment de découvrir les jeux, je trouve. Tu sais, on a l'habitude des démos où tu vois juste un petit bout du niveau ou l'intro où il se passe pas grand-chose en général. Là, tu rentres vraiment un peu dans le gameplay, je trouve, dans une démo comme dans l'autre. Ce qui te permet vraiment de te faire une idée. Ils ont poussé ça, puisque là, on sort, alors, au niveau des dates, parce que l'émission qu'on est en train de faire et d'enregistrer sera diffusée que dans quelques semaines, mais là, on sort d'une période de Diablo 4. Oui, je sais qu'il va y avoir un œil sur Diablo 4 à un moment donné. Ils ont quand même poussé le truc à pouvoir jouer jusqu'au level 25. Ils ont changé les pourcentages de loot, etc. pour justement offrir une expérience spécifique à cette bêta. Donc voilà, il y a quand même une volonté des studios aujourd'hui d'offrir quand même des moments de découverte un petit peu complets, quoi. Voilà, en tout cas, moi, j'ai bien découvert les jeux, ça m'a donné envie d'y jouer. J'avais beaucoup aimé le premier Mario Lapin Crétin, donc le deuxième... je trouve, a quelques principes qui marchent mieux. Ils ont bien suivi le truc. C'est très moderne comme conception. Le Ceresan The Lost Demon a un univers qui me parle beaucoup.
J'aime beaucoup ce genre d'univers de conte de fées sombres. Graphiquement, c'est très beau. Ah ouais, c'est du conte de fées sombre, tu vois. Et puis, c'est adapté à une console comme la Switch qui, graphiquement, peut pas faire des choses monstrueuses non plus, tu vois. Ça marche très très bien, côté dessin, tu vois. Ouais, côté dessin. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les démos Switch. On trouve parfois quelques petites perles et ces deux-là valent le coup d'être testés. Et pour le coup, j'ai les 2 jeux. Donc, je vais devoir les finir, quoi. Mais j'ai des BD à lire, enfin, j'ai le temps de rien, c'est horrible. Enfin, fais vite, il y a Diablo 4 qui arrive. Mais je suis pas trop Diablo. C'est pas grave, il y a Diablo 4. C'est moi, le Diablo 3 m'a pas plu, donc le Diablo 4, je pense que je n'a rien à voir. vais faire l'impasse. Voilà, je suis un peu... C'est dur. Et Diablo 4, vous en parlez quand ? Là, vous êtes prêts ? Vous êtes motivés ? Ils sont en mai. Sorti le 6 juin. Le 6 juin ? Ouais, Si vous n'avez pas réussi à vous inscrire à la bêta Oh non, mais la Pierrick, on a une vie aussi. Hein. Oui, mais quand Diablo 4 va sortir, vous aurez plus de vie. Oui, mais on aura du temps, parce que là, c'était sur 2 jours la bêta. En fait, la bêta, voilà, c'était très limité. Et puis, quand tu comptes tous les soucis de connexion, les files d'attente, etc. Oh, non, j'ai réussi à jouer. Hein. Ah, tu as joué ? Et non, et pourtant, pourtant, je suis pas. En général, quand il y a des problèmes et pas de bol, c'est pour moi. Donc, non, j'ai réussi à jouer sur la Xbox. Allez, attends. Un œil sur Diablo 4. Et non, bah, c'est du Diablo, quoi. J'ai pas forcément super accroché à mort sur le graphisme, mais. D'accord. Enfin, c'est pas le graphisme qui pose problème, c'est plus le design en lui-même. Pareil qu'ils ils sont retombés dans le côté un peu plus gore et sombre des 1 et 2, qui avait un peu disparu dans le 3. Mais tu vois, là, je suis parti sur un druide et... Android ? Un druide, ouais. Un druide de protocole. Et je sais pas, j'ai pas trop aimé le look du druide. Mais c'est con, tu l'as joué en humain, en loup, en ours, en sorcier ? Je suis parti en loup. Moi, j'aime bien les druides loups. C'est sympa, ça tape vite et c'est sympa. Et donc non, ça, après ça va bien. Non. Le seul truc, c'est que voilà, je l'ai fait un petit peu à l'improviste parce que j'ai appris sur le tard qu'il y avait ça. C'est un pote qui venait manger à la maison. Ah, t'as vu, il y a ah bon, voilà, donc j'ai essayé. Mais donc j'ai pas joué super longtemps. Donc je suis arrivé à la première ville et puis c'est marre, quoi. Ah oui, voilà. Ah oui, c'est un peu court. Oui, je suis pas allé super loin. Je pense qu'il y avait moyen d'aller plus loin, qu'il y avait moyen de faire quelques quêtes annexes, etc. Mais je suis pas allé très, ce qu'on m'a dit, les quêtes annexes sont un peu plus scénarisées que dans les jeux précédents, ce qui est pas un mal en soi. Mais toutes les quêtes sont... ce qui est pas un mal en soi. Mais d'un point de vue scénaristique, c'est pas beaucoup mieux que le 3, qui, bon, d'un point de vue scénaristique, n'était pas non plus une tuerie. Hein. Alors moi, tu vois, il y a un petit détail anodin comme ça là, mais qui en fait, je pense à la longue sera chiant. Quand t'arrives en ville, tout le monde change de trottoir. Voilà. Tout le monde change de trottoir. J'ai pas voulu la faire. Quand t'arrives en ville, en général, t'as 4 spots, les magasins, les machins, les bidules. Voilà, et puis ils sont à côté, et puis tu te casses, quoi. Ouais. Voilà, là la ville elle est grande et les spots il y en a un peu plus et ils sont pas à côté. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont mis en place un cheval. C'est une vraie ville, quoi. Et ouais, mais si tu veux, pour le coup, d'un point de vue gameplay, tu le payes, quoi. C'est du hack and slash, donc t'as pas grand chose de plus que ça à faire en ville et du coup je trouve ça un peu dommage, quoi. Certains proposent quand t'arrives en ville en titre. Je pense qu'on va pouvoir valider. Ça peut valider ça. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Il va falloir qu'on discute. De toute façon, on reparlera. Je pense qu'il y aura un œil sur Diablo 4 à un moment donné. Parce qu'on va avoir au moins 3 joueurs, j'ai l'impression, là autour de la table. Moi, je pourrais pas le faire, je suis en train de jouer. Ah, c'est ça, tu pourras pas. Moi, je pourrais pas prendre le jeu non plus. J'espère que vous pourrez pas y jouer sur tablette ou sur smartphone ou quoi que ce soit, sinon l'émission va devenir une horreur. C'est du cross-platform. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il va falloir l'acheter sur chaque plateforme. Ah oui, c'est Blizzard, ils sont balèzes. Et comme je comptais y jouer avec le grand sur la Xbox et en solo sur le PC. Bon, vivement que Microsoft Blizzard rachète Microsoft, que Microsoft rachète Blizzard pour qu'on puisse y jouer dans le Game Pass tranquille. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve donc pour une très prochaine émission bientôt. Je pense qu'on va avoir un spécial bientôt qui va arriver, un canal BD. Et puis sur Diablo 4. À très vite. Ciao, ciao. Salut. Bye.